travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, en Inde, une mystérieuse masse boueuse avance dans une rivière. C'est peut-être un animal qui a été dérangé et qui remonte des profondeurs. Une nuit de pleine lune. Un poste de contrôle militaire. Et soudain, une apparition. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire entre les cris et les soldats armés qui hurlent. Et qui veut faire exploser les plus belles villes d'Angleterre? C'était un acte délibérément malveillant qui visait à rayer de la carte les plus beaux sites d'Angleterre. Des phénomènes étranges. C'est pas vrai. Des mystères ont été filmés. C'est hallucinant. Que cachent ces étranges vidéos? Nous sommes à Kushpura, un petit village de l'état de l'Haryana, en Inde. En juillet 2021. Ce que je vois ressemble à un champ marécageux ou à un étang peu profond. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. On dirait le dos d'un énorme animal préhistorique. Comme si Godzilla apparaissait en pleine campagne indienne. À leur place, je ne serais pas restée là. Qu'est-ce qui se passe? Cette étrange masse semble sortir de l'eau dans l'une des régions les plus tropicales de l'Inde. Mais la journaliste Linda Rodriguez-Macroby a trouvé des articles selon lesquels ces rivières fertiles abriteraient un monstre. Plusieurs légendes racontent qu'en Inde, un ver carnivore de 3 mètres de long vivrait dans les profondeurs des rivières la journée et sortirait le soir pour dévorer le bétail et les promeneurs imprudents. Ce ver géant, également connu sous le nom de Scolex, possède d'énormes dents dont il se sert pour dévorer ses proies. On raconte que des hommes ont chassé ces vers géants et les ont combattus. Après avoir pourchassé puis tué les vers, ils les ont pendus et de l'huile aurait coulé de leur carcasse. Les références au Scolex remontent au 5e siècle avant notre ère. En voyant ces images, on peut se demander si le ver est revenu. On dirait vraiment qu'il y a quelque chose sous terre qui serpente et qui soulève le sol. Et cette chose se déplace vite. Mais d'après l'explorateur Georges Kourounis, ce mystérieux phénomène pourrait être lié à une organisation criminelle qui vide les rivières d'une précieuse ressource. Il existe ce qu'on appelle la mafia du sable. Elle contrôle le marché du sable de la même manière que la mafia contrôle certains secteurs en Italie. Le sable est la ressource la plus consommée au monde après l'eau. Il est indispensable à notre vie quotidienne. Le verre, les puces électroniques et le béton nécessitent d'immenses quantités de sable pour être fabriqués. En Inde, avec l'essor de la construction à New Delhi et à Mumbai, 60 millions de tonnes de sable sont consommées chaque année. C'est près d'1 kilo par an et par habitant. Le désert du Thar recouvre 7% du territoire indien. Mais le sable de ces dunes ne convient pas au secteur de la construction. Pourquoi ne pas utiliser le sable du désert? C'est un sable qui est beaucoup plus fin, petit et arrondi. Les grains plus anguleux sont privilégiés pour la fabrication du béton, car ils s'assemblent mieux que les grains arrondis. Alors on préfère piocher dans les rivières pour le sable de construction. La chaîne de l'Himalaya s'érode d'1 millimètre chaque année.
Cela peut sembler peu, mais elle s'étend sur environ 600 000 km². C'est donc une énorme quantité de vase et de sable qui est transportée chaque année par les rivières jusqu'aux plaines. Le problème en Inde, c'est que la forte demande en sable de rivière fait peser une pression énorme sur l'environnement. Les lois qui régissent l'extraction de sable dans les rivières indiennes ont entraîné l'apparition d'un marché noir qui génère plus de 250 millions de dollars par an. Les personnes impliquées sont prêtes à tout pour mettre la main sur une partie du butin. Un journaliste qui enquêtait sur le sujet a été enlevé et brûlé. Une autre personne a été assassinée à coups de machette. Tout cela juste pour du sable. Entre 2019 et 2020, en Inde, 193 personnes sont mortes des causes de l'extraction illégale de sable. Ce phénomène de gonflement de la terre pourrait s'expliquer par les innombrables perturbations du lit de la rivière perpétrées par ces organisations criminelles. Cet endroit a l'air gorgé d'eau. Il se trouve peut-être à proximité d'une rivière où du sable a pu être extrait de façon illégale. En étudiant des cartes de la zone, la géologue Kate Larsen ne trouve aucune trace de sable dans ce village. En tant que personne lambda, je ne resterai pas là. Ça a l'air dangereux. Mais en tant que géologue, j'ai envie de me rapprocher et d'étudier ce qui se passe. En creusant un peu, Kate Larsen découvre qu'il pourrait s'agir d'une catastrophe impliquant autre chose que du sable. Cette région de l'Inde abrite une autre ressource très précieuse, la terre, le sol. Ils creusent la terre pour la vendre. Les agriculteurs indiens ont trouvé la poule aux œufs d'or. Ils vendent la terre pour en faire des briques. Certains agriculteurs retirent la couche supérieure de leur champ, entre 50 cm et 1,20 m de terre, pour la vendre à des entreprises qui fabriquent des briques. Creuser le sol a des effets sur l'environnement. Une fois qu'on a retiré la couche arable, les couches inférieures sont plus vulnérables aux inondations. Et ils ne vont pas remplacer la terre avec du sable, car lui aussi est précieux. Donc, ils comblent avec autre chose. Est-ce que le propriétaire aurait vendu la couche arable et l'aurait remplacée par un matériau qui ne devrait pas être là? En Inde, une mystérieuse masse émerge d'un champ gorgé d'eau. L'explorateur Georges Kourounis a retrouvé une interview du frère de l'agriculteur. Le frère du propriétaire du champ explique qu'il a retiré une partie de la couche arable sur un demi-hectare et qu'il l'a remplacée par 4 mètres de cendres de balles de riz. Il a ensuite recouvert cette cendre avec une couche de terre. La cendre de balles de riz semblait avoir bien remplacé la terre pour un temps. Puis, la mousson est arrivée. Dans ce cas précis, ils ont remplacé la terre par un matériau très absorbant. Dans les jours qui ont précédé cette vidéo, la région a connu de fortes pluies et le champ a été inondé. La pluie a été absorbée par la terre. Puis au contact de la cendre de balles de riz, il s'est produit un gonflement, comme une mousse gonflante. Dame Nature a le chic pour révéler les secrets enfouis, même si c'est juste de la cendre de balles de riz. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Nous voici maintenant à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Le 4 janvier 2021. Un homme filme les célèbres gratte-ciel depuis l'un des nombreux bars sur les toits que compte la capitale malaisienne. Les tours Petronas au fond. La vue est superbe. Le ciel est légèrement voilé. On entend ses amis rire. Ils sont dans un bar. Et là, ils pointent la caméra vers le ciel. Il y a des lumières dans le ciel. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ce ne sont pas des étoiles, ni des avions. Qu'est-ce qui pourrait planer dans le ciel de Malaisie?
Je ne crois pas spécialement aux extraterrestres, mais c'est le genre de preuve qui pourrait me faire changer d'avis. La météorologue Orelon Sidney décide d'en apprendre davantage sur ce pays de 33 millions d'habitants. Plusieurs rencontres du troisième type auraient déjà été signalées en Malaisie. Ce n'est pas la première fois que des ovnis auraient été aperçus en Malaisie. De nombreux témoignages ont été recensés dans la région. L'un des cas les plus célèbres est l'histoire du vol Malaysia Airlines 370. En 2014, cet avion a disparu. Certaines personnes prétendent qu'une intervention extraterrestre est à l'origine de la disparition de ce vol. 8 mars 2014. Le vol MH370 décolle à minuit 41 de l'aéroport de Kuala Lumpur. Il survole les immeubles de la capitale en direction de Pékin. À son bord, 227 passagers et 12 membres d'équipage. Moins d'une heure plus tard, le transpondeur de l'avion s'éteint. L'appareil disparaît sans laisser de traces. L'une des théories du complot les plus répandues concernant ce vol est celle de l'intervention extraterrestre. En 2018, un internaute reçoit un mystérieux message sur Twitter délivré avec une voix robotique. Une fois décodé, le message dit « Danger, SOS, ils ne sont pas humains ». 5, 9... La voix donne ensuite une série de chiffres qui, selon certains observateurs d'OVNI, indiqueraient des coordonnées GPS. Ces chiffres correspondent aux coordonnées d'un point qui se trouve à quelques kilomètres de l'endroit où l'appareil a envoyé son dernier signal. Cette affaire est très étrange. On se croirait dans Lost. Peut-être n'est-il alors pas étonnant que ces lumières aient été aperçues dans le ciel malaisien, près de la trajectoire de l'avion disparu. Ce monsieur a posté sa vidéo sur les réseaux sociaux et Internet est devenu fou. Les gens étaient convaincus qu'il avait filmé une preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Liberty Vitert a mis la main sur un rapport du gouvernement malaisien datant des années 1990. Ce document intitulé Vision 2020 suggère qu'il s'agirait d'un vol d'essai secret. Vision 2020 était un projet qui avait pour but de faire évoluer le pays. Le Premier ministre voulait s'attaquer à la pauvreté, relever l'économie et certaines personnes voulaient remplacer les voitures classiques par des voitures volantes. En 1991, en Malaisie, le produit intérieur brut par habitant était inférieur à 3 000 $. Aujourd'hui, il est supérieur à 10 000 $. C'est l'une des réussites économiques majeures de l'Asie du Sud-Est, grâce notamment à l'essor du secteur technologique. Les Malaisiens travaillent déjà au développement d'une voiture volante. Alors, c'était peut-être un vol d'essai. Depuis plus d'un siècle, les ingénieurs rêvent de concevoir des voitures volantes. Mais les contraintes physiques liées à leur fonctionnement se sont souvent transformées en cauchemars. L'Arrowbill de Waterman était une voiture volante avec une énorme envergure et une toute petite cabine. Très sympa, mais pas du tout pratique. 10 ans plus tard, la Convair 118 s'envole à son tour. Avec, là encore, une réussite limitée. Mais au XXIe siècle, le secteur des voitures volantes est prêt à décoller. En janvier 2022, la Slovaquie a délivré un certificat de navigabilité à cette Aircar. L'Aircar est super cool. On dirait les Transformers qu'on voyait à la télé. Elle peut aller à plus de 160 km/h et il suffit de 3 minutes pour passer du mode voiture au mode avion. Avec elle, on s'approche de la voiture volante telle qu'on l'imaginait. Mais pour l'ingénieur aérospatial Nick Householder, ces étranges lumières dans le ciel ne représentent pas l'avenir de l'automobile en Malaisie. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une voiture volante. Les appareils habilités à survoler des villes doivent être équipés d'éclairages très spécifiques. Et sur cette vidéo, on n'en voit aucun. Les clients d'un bar situé sur un toit n'en croient pas leurs yeux. Ils filment d'étranges lumières dans le ciel de Kuala Lumpur. Il y a des lumières dans le ciel. De quoi s'agit-il? Ce ne sont pas des étoiles. Il y a des nuages. C'est autre chose. Nick Householder analyse les images et se demande si ces lumières viennent vraiment du ciel.
Elles ont peut-être été projetées sur les nuages depuis le sol. Les nuages peuvent agir comme des filtres qui peuvent dévier et réfléchir la lumière. Il s'agit peut-être d'une illusion d'optique, d'un hologramme qui aurait été projeté dans le ciel. Je connais une expérience qui pourrait expliquer ce phénomène. On va essayer. Voici un morceau de plastique. Il a été recouvert d'un film spécial qui lui confère les mêmes propriétés de diffraction et de réflexion que les nuages. Sans ce film, la lumière traverserait le plastique en ligne droite. Mais grâce à la diffraction, on peut faire apparaître une image en projetant quelque chose dessus. Et je pense que c'est ce qui se passe sur cette vidéo. Nick utilise un projecteur relié à son ordinateur pour reproduire la lumière venant du sol. J'essaie d'aligner le faisceau de lumière pour qu'une image se forme sur le plastique. On va voir si ça marche. Ah, c'est un hologramme. Cette plaque de plastique réfléchissante se comporte comme les nuages. La lumière est projetée dessus, elle se réfléchit et vient jusqu'à nos yeux. Et ça donne une image qui semble flotter au-dessus de mon bureau. Tout comme la lumière qu'on voit flotter dans le ciel sur cette vidéo. Cette expérience prouve qu'une lumière projetée depuis le sol peut donner l'impression de venir du ciel. On ne connaît pas la source de cette lumière. C'est peut-être un projecteur ou un super laser. La météorologue Orelon Sidney est convaincue que ce faisceau de lumière est dangereux et qu'il pourrait mettre en péril des milliers de vies humaines. Il pourrait s'agir d'un laser. La lumière des lasers est extrêmement concentrée. Si ces lumières proviennent de lasers dirigés vers le ciel, il pourrait y avoir de graves conséquences. Les incidents impliquant des lasers pointés sur des avions sont de plus en plus fréquents. En 2021, aux États-Unis, on en a dénombré 9723. Si le laser touche un avion, cela peut éblouir le pilote et l'empêcher de piloter l'appareil. Certains lasers sont tellement puissants qu'ils peuvent blesser les pilotes. En 2013, lors d'une patrouille aérienne, l'hélicoptère de Steve Robertson, pilote de la police californienne, a été touché par un intense laser vert. J'ai été atteint par un laser puissant qui a brûlé la cornée de mes 2 yeux. Aveuglé, Steve Robertson aurait pu se cracher si son copilote n'avait pas réussi à faire atterrir l'appareil. Ces menaces sont réelles. Le ciel de Kuala Lumpur compte de multiples cibles potentielles. Près de 60 millions de passagers et 125 000 vols passent par l'aéroport de la ville chaque année. Un avion qui s'écraserait sur la ville pourrait causer la mort de milliers de personnes. Aucun crash aérien n'a encore été causé par un laser, mais selon les autorités, ce n'est qu'une question de temps. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Nous voici maintenant en Angleterre, à Exeter, le 27 février 2021. La nuit tombe sur la paisible ville et sa cathédrale. C'est une jolie ville universitaire. Tout a l'air normal. Boum! Oh mon Dieu! Je ne m'attendais pas à ça. C'est une explosion très intense. Une autre caméra a filmé la déflagration. La caméra en a tremblé. Alors, vous imaginez l'onde de choc qui s'est propagée à la vitesse du son. On ne s'attend pas à voir une explosion pareille. Était-ce un accident? Était-ce une sorte d'attentat? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ingénieur Nick Householder se demande qui voudrait attaquer une ville connue pour ses monuments historiques, ses salons de thé et ses lieux touristiques. Est-ce que quelqu'un aurait pu délibérément cibler cette ville dans le but de l'attaquer? En 2007, un groupe terroriste s'est déclaré prêt à se battre pour l'indépendance des Cornouailles, situé à seulement 60 km à l'ouest d'Exeter. Les Cornouailles ont leur propre langue et leur propre culture. C'est un pays celtique et beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de la façon dont il est traité par le reste de l'Angleterre.
Les riches Anglais considèrent ce comté carte postale comme un terrain de jeu idéal, alors que de nombreux habitants plus modestes en sont exclus. Les Cornouailles sont la deuxième région la plus pauvre de toute l'Europe du Nord. L'armée de libération des Cornouailles voudrait que le comté soit reconnu comme nation indépendante, sous le nom de Cairnrhaugh. Ils ont d'ailleurs perpétré plusieurs attaques à ces fins. Cette armée de libération s'en est prise à des chefs cuisiniers anglais célèbres comme Jamie Oliver et Rick Stein, qui ont ouvert des restaurants pour touristes aisés sur la côte des Cornouailles. En 2017, ils ont incendié un restaurant de Portleven et ils ont déclaré que certains de leurs membres étaient prêts à se faire exploser au nom de l'indépendance des Cornouailles. Exeter est la capitale du comté de Devon et un symbole de l'ennemi anglais. Est-ce qu'il s'agirait d'une bombe du Front de libération des Cornouailles? L'historien militaire Martin Morgan analyse l'explosion. C'est un explosif très puissant, comme de la TNT ou de l'hexanite. Ce n'est pas la signature d'un groupe terroriste régional, mais plutôt d'une puissance mondiale. Cette déflagration n'a pas été provoquée par le gilet explosif d'un kamikaze. Ça correspond plutôt à 200 kilos d'explosifs très puissants. Qu'est-ce que ça fait au milieu d'une ville aussi paisible? Dans la ville anglaise d'Exeter, une énorme explosion secoue le centre historique. Pour l'historien militaire Martin Morgan, cette détonation fait ressurgir de vieux souvenirs. Nous sommes face à une bombe qui a été larguée par la Luftwaffe allemande. Une bombe d'1 tonne. C'est une arme extrêmement puissante. En 1940, Adolf Hitler est déterminé à soumettre la Grande-Bretagne, la seule nation européenne qui résiste encore à l'invasion nazie durant la Seconde Guerre mondiale. L'intérêt stratégique d'Exeter était limité, mais Hitler l'a attaqué par esprit de revanche. En Angleterre, ces attaques étaient surnommées les raids Baedeker, parce qu'avant la guerre, les Allemands qui allaient en vacances au Royaume-Uni avaient des guides de voyage publiés par un éditeur qui s'appelait Baedeker et qui recensait tous les endroits dignes d'intérêt. Ils choisissaient leurs cibles parce qu'elles étaient recommandées par les guides Baedeker. Les Allemands espéraient briser la volonté des Anglais de continuer à résister. Ces raids ont visé Canterbury et sa cathédrale datant du VIe siècle. Bath, ville célèbre pour ses rues datant du XVIIIe siècle et ses vestiges romains. Ou encore l'ancienne cité d'Exeter, qui a été ravagée par les bombardements allemands. C'était un acte délibérément malveillant qui visait à rayer de la carte les plus beaux endroits d'Angleterre. La partie sud de la cathédrale d'Exeter est détruite, mais le peuple anglais reste debout. Pourtant, aujourd'hui encore, le souvenir des bombardements nazis menace les habitants. Durant la guerre, les avions allemands ont largué 30 000 tonnes d'explosifs sur les villes du Royaume-Uni. On estime que le taux moyen de bombes qui n'ont pas explosé durant la Seconde Guerre mondiale se situe entre 15 et 20%, ce qui représente des centaines de bombes non explosées. Ces bombes sont toujours enterrées dans le sol d'Exeter. Il s'agissait en fait d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, qui depuis tout ce temps était encore explosive. Une équipe de déminage recouvre l'engin explosif à l'aide de 400 tonnes de sable afin d'atténuer et de guider la déflagration. Une fois contenue, il la déclenche. L'explosion brise les fenêtres et les portes des maisons alentours. Mais aucun blessé n'est à déplorer. Ils l'ont affaibli au maximum. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à contenir la force de l'explosion parce qu'elle était trop grande. Le cratère qui s'est formé était assez grand pour accueillir plusieurs bus à étages. Une nouvelle partie de l'héritage meurtrier d'Hitler est détruite. Mais le danger subsiste.
Ces bombes qui n'ont pas explosé ne sont pas si rares. Des centaines de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale sont encore disséminées dans le sol britannique et menacent d'exploser. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Nous sommes à Hoboken, dans le New Jersey, le 25 mars 2021. En se promenant, une femme découvre une étrange spirale sur le trottoir. Oh là là, ce sont des vers. Il y en a des milliers. Ils ne sont pas seulement entassés, ils forment une sorte de spirale, comme un tourbillon sur le sol. Ces petits animaux invertébrés semblent avoir été réunis là par une force invisible, formant une étrange spirale sur le sol. On dirait une tornade de verre, un ouragan de verre. Mais il n'y a pas du tout de vent. Pourquoi sont-ils placés en spirale? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Ce n'est pas un comportement habituel pour des vers de terre. En tout cas, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça forme clairement un motif. Il faut comprendre ce qui se passe. À Hoboken, dans le New Jersey, des passants découvrent un incroyable tourbillon de verre. On dirait une tornade de verre. Je n'avais jamais vu ça. L'entomologiste Kevin Kasky creuse cette histoire de verre et découvre que des tourbillons de verre se forment parfois avant les catastrophes naturelles. Il existe des précédents, à Taïwan et au Japon, où d'importants groupes de vers ont été observés juste avant un séisme. 17 janvier 1995. Le séisme de Kobe secoue le Japon, causant des milliers de morts et des dégâts inestimables. Avant les premières secousses, des scientifiques ont constaté que les vers avaient quitté la Terre. Des vers ont été vus sur les routes, les trottoirs, dans les jardins, juste avant la catastrophe. Alors ces vers à Hoboken, sont-ils annonciateurs d'un drame dans le New Jersey? Le New Jersey est l'État le plus densément peuplé des États-Unis et il est situé sur la faille de Ramapo. Cette faille d'environ 300 km de long est peut-être la région où le risque sismique est le plus élevé du pays, parce qu'elle passe juste à côté de la centrale nucléaire d'Indian Point. En cas de défaillance à cet endroit, des millions de vies seraient menacées. Nous savons que les tremblements de terre peuvent générer des courants électriques. Est-ce qu'un courant électrique aurait pu traverser le sol et faire réagir ces vers de terre? Les vers n'ont pas d'yeux ni d'oreilles, et certains d'entre eux n'ont que 300 cellules dans leur système nerveux. Pourtant, Kevin Kasky découvre qu'ils possèdent un sens très développé qui surpasse ceux des humains. Des chercheurs ont découvert récemment que les neurones des vers pouvaient détecter les champs magnétiques. S'ils sentent les champs magnétiques, ils sont capables de déterminer s'ils montent ou s'ils descendent, et ainsi de se frayer un chemin dans la Terre. Cette spirale de verre pourrait annoncer l'imminence d'un séisme dévastateur sur la côte est des États-Unis. Y aurait-il une charge électrique dans le sol qui pousserait ces vers à adopter ce comportement? L'ingénieur David Wallace veut savoir si les vers sont capables de réagir aux interférences électriques produites par un tremblement de terre. Voici de beaux vers de terre. Ils sont parfaits pour la pêche. Aujourd'hui, on va s'en servir pour réaliser une expérience. Je vais placer des électrodes qui vont permettre à l'électricité de pénétrer dans la terre. Lorsque le courant électrique va circuler de l'anode à la cathode en passant par la Terre, cela va générer un champ magnétique perpendiculaire à la direction du courant. On va commencer doucement et on va monter jusqu'à 12 volts. C'est l'équivalent d'une batterie de voiture. Il y a un premier verre qui s'agite. Allez, mon vieux, en voilà un deuxième.
Je suis l'homme qui murmurait à l'oreille des vers. Je les fais sortir de terre. L'expérience de David Wallace montre que les vers réagissent aux champs électromagnétiques. Mais on ne retrouve pas cette mystérieuse spirale aperçue dans le New Jersey. Le biologiste Leslie Samuel découvre que d'autres animaux décrivent également un cercle dans certaines circonstances. Les fourmis légionnaires forment parfois des spirales de la mort. Lorsqu'un groupe de fourmis se retrouve séparé de l'essaim principal, elles perdent la trace des phéromones. Chacune se met alors à suivre la fourmi qui est juste devant elle, créant ainsi un cercle sans fin. Elles tournent en rond jusqu'à ce qu'elles finissent par mourir d'épuisement. D'autres animaux se placent en cercle pour se protéger. Les femelles éléphants se placent en cercle autour des mères qui mettent bas pour les protéger des lions et des hyènes. Des troupeaux de rennes forment d'incroyables tourbillons. C'est une stratégie assez fine qui empêche les prédateurs de se fixer sur un seul animal. Ces vers de terre chercheraient-ils à se protéger d'un prédateur? Kevin Kasky pense avoir saisi l'intérêt de cette spirale de vers. On dirait un grand animal. Les oiseaux risquent de se dire « Je vais pas manger ça, c'est beaucoup trop gros ». Dans le règne animal, l'union fait parfois la force. Il y a beaucoup d'animaux qui aiment manger des vers. Dans un monde aussi cruel, chacun fait ce qu'il peut pour survivre. Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! Pour moi qui mange le pire! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur! Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Nous sommes à Singapour, en Asie du Sud-Est. En mars 2006. En pleine nuit, 2 soldats montent la garde devant un poste de contrôle. Pour contrer l'ennui, ils se filment avec leur téléphone. L'un d'entre eux fait un geste de rappeur de la côte ouest. Ces soldats font de leur mieux pour passer le temps. Ils essaient de tromper l'ennui à ce poste de contrôle. C'est la pleine lune. Soudain, le silence de cette nuit de pleine lune est rompu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? On dirait un cri perçant ou une sorte de rire de sorcière. Vous avez vu ça? Ces soldats, malgré leurs fusils, sont en panique. Qu'est-ce que c'est? Puis... C'est là! Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Un fantôme semble surgir de l'obscurité. Est-ce qu'il flotte? On dirait qu'il flotte. On dirait un fantôme à tête pointue. Il est là! Qu'est-ce que c'est? Il est là! Ils sont absolument épouvantés. Ces hommes sont terrifiés et pourtant ils sont armés. Il n'y avait rien l'instant d'avant et quand il revient, la silhouette apparaît. C'est vrai que ça fait peur. On se demande vraiment ce que c'est. À Singapour, pendant leur garde de nuit, des soldats sont terrifiés par une apparition spectrale. Qu'est-ce que c'est? C'est là! Singapour est une petite nation qui compte un peu plus de 5 millions d'habitants et qui est entourée de pays beaucoup plus grands. À 18 ans, tous les hommes doivent faire 2 ans de service militaire. L'historien militaire Craig Gottlieb remarque que dans la vidéo, les soldats ont l'air particulièrement jeunes. Il pourrait s'agir de jeunes recrues faisant leur classe sur l'île de Pulau Tekong. À Singapour, les hommes qui effectuent leur service militaire font d'abord leur classe sur cette île, qui est connue pour être la plus hantée de la région. À une époque, l'île de Pulau Tekong abritait 8000 habitants. Mais en 1987, l'armée en a pris le contrôle et en a expulsé la population civile. Avant l'arrivée des militaires, il y avait un hôtel. En arrivant sur l'île, on y laissait des offrandes pour apaiser les esprits. Quand l'armée a pris le contrôle, l'hôtel a été abandonné. Sans offrande, les esprits ne sont pas contents. Aujourd'hui, l'accès à l'île est interdit aux civils. Elle est exclusivement réservée à la formation militaire des nouvelles recrues. Mais certaines histoires effrayantes ont fuité.
Des recrues ont expliqué avoir vu certains de leurs officiers formateurs déposer des offrandes sur l'île, à des endroits connus pour leurs activités paranormales. L'une des légendes de Pulao concerne un soldat qui a disparu lors d'une marche à travers la jungle. En partant à sa recherche, ses compagnons d'armes ont découvert un corps suspendu à un arbre. Ses organes avaient été extraits de son ventre et soigneusement déposés par terre à côté de son corps. Pour certaines jeunes recrues influençables, il pourrait s'agir de l'œuvre d'un esprit malveillant, la Pontianak. La légende raconte que la Pontianak apparaît d'abord sous les traits d'une femme très belle, à la peau très blanche, aux longs cheveux noirs et aux ongles longs, des signes de beauté en Asie du Sud-Est, et vêtue d'une robe blanche. Lorsqu'elle attaque, la Pontianak vous enfonce ses ongles dans le ventre, extrait vos viscères et dévore vos intestins. La légende raconte qu'elle n'apparaît qu'à la pleine lune, ce qui correspond à la vidéo. Pas étonnant que ces soldats soient terrifiés. Quand on y pense, on est face à des jeunes gens qui ne sont jamais sortis de leur village, qui sont recrutés par la garde nationale singapourienne et expédiés sur Pulao, connue pour être l'île la plus hantée de la région. Ça crée forcément de la paranoïa. Mais cette apparition que l'on voit sur la vidéo n'est pas le fruit de l'imagination de ces soldats. Martin Morgan étudie l'histoire de Singapour et se demande si l'État aurait pu vouloir effrayer ses propres citoyens. Il s'agit d'un pays où l'on fait peur aux gens pour qu'ils deviennent des citoyens disciplinés. Singapour a été fondé en 1819 et s'est enrichi grâce au commerce du poivre et du caoutchouc. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus riches au monde, où une personne sur 6 est millionnaire. Mais pour beaucoup d'Occidentaux, le prix de la citoyenneté singapourienne est considéré comme excessif. Pour un étranger, Singapour a l'air parfait. C'est propre, le taux de criminalité est très faible. Mais en contrepartie, le gouvernement est très autoritaire et très strict. Il existe des lois qui régissent absolument tout. Il est interdit de mâcher du chewing-gum en public. Il est interdit de nourrir les pigeons. Il est même interdit de se balader nu chez soi. Le code pénal de Singapour est connu pour être l'un des plus sévères du monde. Vous pouvez être condamné à recevoir des coups de bâton pour des infractions mineures. Et ça peut aller jusqu'à la peine de mort en cas de trafic de drogue. Les autorités utiliseraient-elles la peur du surnaturel pour garder ces citoyens sous leur contrôle? Certains enquêteurs se demandent s'il pourrait s'agir d'un exercice au scénario peu orthodoxe. Pourrait-il s'agir d'une expérience militaire visant à évaluer la réaction des soldats face à la peur? La peur est une réaction naturelle face à une situation menaçante. Savoir la maîtriser est indispensable pour devenir soldat. Aux États-Unis, l'entraînement militaire est conçu pour immuniser les troupes contre la peur. Il n'est pas difficile d'apprendre à quelqu'un à se servir d'une arme ou à se battre. En revanche, il est très compliqué d'apprendre à quelqu'un à réagir psychologiquement et émotionnellement face à la peur. Par exemple, au FBI, ils ont une fausse ville, Hogan's Alley. D'une superficie de 4 hectares, Hogan's Alley est située sur un terrain appartenant au FBI à Quantico, en Virginie. On y a créé une ville rongée par le crime dans laquelle il y aurait 2 braquages de banques par semaine. Le FBI a travaillé avec des décorateurs d'Hollywood pour créer ce faux centre-ville plus vrai que nature qui sert à évaluer la réaction des agents à différents scénarios dangereux. L'objectif est d'exposer les agents à des situations qu'ils risquent de vivre au quotidien. Alors, pour le pays, qui est très superstitieux et qui a des légendes qui se transmettent de génération en génération, il est possible que des formateurs aient mis cela au point. Cela leur aurait permis de susciter la peur de leurs recrues pendant leur entraînement.
Il est fort possible que les instructeurs aient voulu utiliser la réputation de l'île en matière de fantômes pour endurcir leurs futurs soldats. L'île étant interdite aux civils, il est impossible de savoir avec certitude ce qui apparaît dans cette vidéo. Ce que je sais, c'est que si j'étais un soldat posté là-bas, je serais en panique totale.